Bonsoir, chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme Takana Academy. C'est Monsieur Silla. Aujourd'hui, nous allons essayer de développer un thème qui est relatif à la réflexion philosophique, dont le thème principal est l'origine intellectuelle de la pensée philosophique. On va essayer de réfléchir sur l'origine intellectuelle de la pensée philosophique. Maintenant, commençons d'abord à faire une analyse conceptuelle du thème. Quand on dit origine intellectuelle, alors qui dit origine, qui dit origine, dit source. Qui dit origine, dit provenance. Qui dit origine, dit tout simplement la racine. Dans les leçons précédentes, on avait essayé à étudier les origines de la pensée philosophique et on avait étudié l'origine historique. On avait essayé de voir historiquement comment la philosophie est née. Et on avait également compris que la philosophie est née du mythe. Et on avait dit que c'est par une remise en question du discours mythique que la philosophie a vu le jour. Après, également, on a vu l'origine étymologique. Dans l'origine étymologique, on avait essayé de voir la racine du mot philosophie, d'où on avait compris que la philosophie vient de philia ou philein, qui traduit amour, et sophia, qui traduit la sagesse. Une manière qui nous permet tout simplement d'avoir une définition de la philosophie, mais dans le sens purement étymologique, ou du philosophe qui est un amoureux de la sagesse. On avait donné exemple également, on avait donné l'exemple de Pythagore de Samos. Pythagore qui avait été appelé tout simplement, ou qui avait reçu comme appellation philo, le sophos. Alors, il a dit que je ne suis pas un sophos. Pythagore avait reçu comme appellation venant de ces, voilà, des Grecs qui l'appelaient philosophos, qui l'appelaient sophos. Il dit que moi, je ne suis pas un sophos, mais je suis un philosophos. Il a amené philo dans devant. Alors, alors dans l'origine étymologique, on a compris que dans philosophos, il y a philein ou philia qui traduit à l'amour et sophos qui traduit à la sagesse, qui est la parfaite connaissance des choses. Comme Aristote l'a défini, la philosophie est la science de la totalité du savoir. Donc, on avait évoqué tout simplement en termes de rappel l'origine étymologique. Aujourd'hui, on doit aborder l'origine intellectuelle. Quand on parle de l'origine intellectuelle, on doit aborder l'origine intellectuelle. Alors, quand on parle d'origine intellectuelle, vous avez tout ce que dans le mot intellectuel, vous avez intellect, qui est une faculté tout simplement qui permet à réfléchir. Donc, et intellectuel, celui qui utilise sa pensée, celui qui réactualise sa raison, celui qui fait travailler sa pensée. Alors, dans l'origine intellectuelle, on veut savoir tout simplement quelle attitude a poussé aux premiers hommes, aux premiers penseurs à se livrer à la philosophie. Alors, donc, l'origine intellectuelle renvoie à une attitude rationnelle, une attitude comportementale visant tout simplement à saisir la raison afin de pouvoir donner naissance à la philosophie. Parce que dans l'origine de la philosophie, il est important de retenir que l'humanité n'a pas attendu la philosophie pour essayer de résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée. L'humanité a toujours cherché à trouver des réponses aux questions qui l'assiègent. Par exemple, prenons l'exemple de la cité grecque. En Grèce, tout simplement, les Grecs avaient des moyens pour expliquer certains phénomènes ou les causes naturelles des phénomènes naturels. C'est ce qui a tout simplement, ce qui a donné naissance, ou en tout cas ce qui leur a donné la possibilité de voir une religion. Il y avait d'autres formes de connaissances également qui, qui tentaient de répondre ou de résoudre les problèmes. On peut donner l'exemple du mythe. Alors, ce mythe-là, le mythe est un récit imaginaire ou légendaire visant à expliquer les causes naturelles des phénomènes naturels en présentant des êtres surnaturels, des personnages surnaturels. La fois dernière, on vous a dit que Éole était considéré, selon la mythologie grecque, comme le dieu du vent. C'est pourquoi vous entendez toujours
Même si que le mythe est révolu, mais on entend toujours énergie éolienne. Cette expression renvoie tout simplement du fait que Éole a été considéré pendant longtemps comme le dieu du vent selon la mythologie grecque. Ainsi, tout phénomène ayant un rapport avec le vent, si c'est un phénomène de malheur, Éole est en colère. De ce fait, il doit faire des sacrifices et des offrandes pour le calmer. Les Grecs vivaient ainsi. Mais le 5e siècle, comme nous l'avions vu également, était un tournant très décisif selon l'histoire de la pensée humaine d'une manière générale. Parce que le 5e siècle dans la cité grecque sera marqué essentiellement par la présence des présocratiques. Le 5e siècle est marqué par la présence des présocratiques. Quand vous entendez présocratique, vous avez pré qui vient avant. Socratique renvoie à Socrate. C'est-à-dire que les philosophes qui viennent avant Socrate. Et quand on dit que Pythagore est l'inventeur du mot philosophie par philosophos, donc Pythagore, n'est-ce pas, date de plus ancien que Socrate. On peut voir également Thalès, Anaximandre, Anaximène, eux qui ont mérité le titre tout simplement d'être les tout premiers philosophes qui ont fait la remise en question du discours mythique. Alors, donc, ils ont ce mérite-là. C'était des philosophes qui existaient bien avant Socrate. Et le 5e siècle était essentiellement marqué dans la cité grecque par l'avènement de ces présocratiques-là, qui formaient des écoles philosophiques. On peut parler de l'école de Milet, dirigée par Thalès, l'école des Pythagoriciens, dirigée par Pythagore de Samos. Ainsi, il réfléchissait autour des problèmes, autour de la mythologie grecque, et ils se sont livrés à des questionnements, ils se sont livrés à des interrogations. C'est pourquoi Bertrand Russell l'a dit, la fois dernière on l'a évoqué, il a dit tout simplement, Bertrand Russell, il l'a dit, il l'a évoqué la fois dernière, voilà son nom, Bertrand Russell, il l'a évoqué la fois dernière, on l'a évoqué, Bertrand Russell avait dit tout simplement dans son texte, Introduction à la philosophie, il dit tout simplement que la philosophie nous permet de voir les choses familières sous un aspect nouveau. La philosophie nous permet de voir les choses autrement qu'elles sont d'ordinaire. C'est-à-dire que la philosophie nous permet de poser de nouveaux problèmes, de problèmes neufs. Alors, les présocratiques également se sont livrés à la philosophie par la remise en question du discours mythique. C'est pourquoi, quand on se demande à ces trois questions, où, quand, comment est née la philosophie, pour la question du où, même si ça laisse un problème, ça laisse un débat, dans la thèse occidentale, la philosophie est née en Grèce antique. Pour la question de la date de naissance également, on avait évoqué le rôle joué par Socrate et qui a fait une révolution, une tournure, qui a amené une nouvelle tournure de la philosophie et qui lui a donné le mérite du titre de père de la philosophie. Mais également, on devait répondre à la question qui concerne le comment, comment la philosophie est née. C'est ce qui nous, aujourd'hui, nous réunit, essayer de répondre à la question du comment. Comment est née la philosophie? On nous dit que selon l'histoire, la philosophie est née par une remise en question du discours médical. Et cette remise en question est une attitude intellectuelle qui a poussé tout simplement les tout premiers philosophes à se livrer à la philosophie. Alors, c'est ce que tout simplement Aristote a dit dans son ouvrage qui s'intitule La métaphysique. Aristote dit tout simplement, en effet, c'est l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux premières spéculations philosophiques. Donc, par Aristote, on comprend que la philosophie est la fille de l'étonnement. Selon Aristote, la philosophie est la fille de l'étonnement. C'est l'étonnement qui a donné naissance à la philosophie. Il le dit. En effet, c'est l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux premières spéculations philosophiques. Également, Socrate l'a dit. Il dit, s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. Donc, l'origine de la philosophie est à situer dans l'étonnement. Donc, la première attitude intellectuelle qui a donné naissance à une réflexion philosophique est appelée l'étonnement. C'est quoi s'étonner? Alors, s'étonner, c'est avoir une capacité de voir que rien n'est évident, comme nous le témoigne Jean Clausewitz, on l'a dit la fois dernière. Philosophie revient à ceci, se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. Alors, s'étonner, c'est lorsqu'on est capable de voir autrement les choses qu'elles sont de manière ordinaire. C'est ce que Bertrand Russell dit également. Il dit que dès que nous commençons à penser conformément à la philosophie, nous voyons même les choses les plus élémentaires de la vie quotidienne, nous posent des problèmes auxquels on ne trouve que des réponses très incomplètes. Ça veut dire que l'étonnement est tout simplement cette capacité qui nous permet de voir que rien n'est évident. Alors, celui qui est dans l'étonnement, c'est celui qui ne croit pas à l'évidence des choses.
tout ce qui existe doit avoir une justification rationnelle. Dès lors, les présocratiques n'étaient pas en mesure tout simplement d'accepter le fait qu'on nous parle d'un simple Dieu, Dieu du vent qui a le contrôle du vent. On parle de Dieu du soleil, entre autres Dieu de la lune. Les présocratiques pensaient que c'était très simple et très ordinaire. Il fallait essayer de saisir la pensée, de saisir la raison pour comprendre est-ce qu'en réalité, cette chose peut être admise par la raison. C'est pourtant ce que Martin Toa nous dit. On l'a dit la fois dernière. Toa, le philosophe camerounais, c'est un philosophe contemporain. Martin Toa nous dit la philosophie, c'est même soumettre l'héritage culturel et philosophique à une critique sans complaisance. Pour le philosophe, aucune idée, aucune donnée, si vénérable soit-elle, n'est recevable avant d'être passée au crible de la pensée critique. Ça veut dire que pour Martin Toa, le philosophe doit tout juger par le tribunal de la raison. Pour le philosophe, rien n'est à accepter, n'est à admettre avant d'être jugé au tribunal de la raison. Dès lors, le tribunal de la raison commence d'abord par cette faculté, cette attitude qu'on appelle étonnement. Donc, pour l'origine intellectuelle de la pensée philosophique, on doit commencer d'abord par l'étonnement. Alors, on commence d'abord par l'étonnement. Mais si s'étonner, c'est voir que rien n'est évident. Mais suffit-il de ne pas voir l'évidence des choses pour philosopher? Je pense que la réponse sera négative. Alors, il ne suffit pas de voir tout simplement que rien n'est évident pour pouvoir philosopher. On peut se dire tout simplement que l'étonnement est le commencement de la pensée philosophique. L'étonnement devant un fait, devant une étrangeté d'une chose tout simplement est quelque chose, est un point de départ de la philosophie. Mais l'arme fatale du philosophe, l'arme tout simplement euh, plausible des philosophes, c'est le doute. Ça veut dire que donc la seconde phase de l'origine intellectuelle est le doute. Donc retenez bien, on aura à apprendre aujourd'hui l'étonnement comme origine intellectuelle et le doute. Pourquoi? Parce que quand le philosophe s'étonne, il ne se limite pas à l'étonnement. Alors l'étonnement doit être accompagné d'une interrogation. Quand on est stupéfié, quand on est émerveillé par une chose, on se doit de poser la question. Par exemple, vous, élève, vous avez un camarade de classe qui parvient à avoir 20 partout dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle matière. Mais vous serez bien évidemment étonné. Et vous conviendrez tout de même avec moi que vous êtes émerveillé. Mais vous n'allez pas vous limiter tout simplement pour quelqu'un de très ambitieux, ne sera pas très limité à l'étonnement, à s'étonner tout court, mais il va se demander la question, mais cet élève-là, comment il fait toujours pour avoir 20 partout, dans n'importe quel domaine de connaissance? Alors là, ça pose problème. Et vous pouvez même aller lui demander cette question. Et dans votre quête du savoir, vous pouvez être en mesure de déceler qu'il y a une explication rationnelle. Ça veut dire quoi? Cet élève-là fait un surplus. Il vient à Takana. Il a des cours quelque part. Voilà, il est régulièrement inscrit à Takana Academy. Il a d'autres professeurs qui l'encadrent spécifiquement dans des matières bien déterminées et il y a des exercices qui sont corrigés là-bas. Les professeurs expliquent de manière très claire. Là, c'est une explication également et ne pas se limiter à l'esprit naïf parce que l'étonnement se définit à deux niveaux. On peut avoir un étonnement naïf, là, c'est lorsqu'on veut se plonger dans le fanatisme. C'est-à-dire que quand l'élève parvient à avoir toujours 20, vous vous dites, oh, lui là, voilà, il est dans le cercle des initiés, comme on le dit en Wolof de Meule. Alors, vous pensez qu'il possède un pouvoir que vous ne possédez pas. Non. Et que cette considération assez naïve de la pensée pour dire que cette personne est d'un cercle très restreint et initié de personnes, alors là, c'est se tromper. Il faudrait tout essayer de comprendre comment cet élève parvient à avoir ces notes-là. Et c'est pourquoi l'étonnement peut nous conduire vers la naïveté de l'esprit, mais également l'étonnement peut nous conduire vers la philosophie. J'ai vu quelqu'un qui lève la main voilà, pour participer. Bah, si c'est par inadvertance, on continue. Alors, j'étais en train d'expliquer pourquoi donc l'étonnement peut nous conduire à deux niveaux. Alors, on peut s'étonner de manière très naïve. Voilà, on peut être étonné de manière très naïve et là, on est dans le fanatisme. On considère que la personne est capable, tout ce qu'il fait est évident, il peut le faire. Mais également, l'étonnement peut être dans un sens philosophique. C'est ce que Carl Jaspers dit. Carl Jaspers, il dit, Carl Jaspers
Il dit quoi? Carlos Jaspers dit s'étonner, s'étendre vers la connaissance. En s'étonnant, je prends conscience de mon ignorance. Donc, l'étonnement est une marque assez indélébile qui permet à l'esprit humain de comprendre qu'il y a blocage quelque part. Alors, parce que des fois, on peut se demander si l'étonnement est une faiblesse pour l'esprit et un pouvoir. En tout cas, d'une manière à une autre, qu'on va voir, ça, quelque part, ça peut être une faiblesse. Pourquoi? Parce que ça montre que l'esprit n'est pas capable de déceler la vérité. Mais également, ça peut être un pouvoir, ça peut être une force, l'étonnement. Pourquoi? Parce que lorsque l'étonnement est accompagné d'un doute qui parvient, qui permet à l'homme de saisir la réalité, comme nous l'avions fait la fois dernière. Après l'étonnement, il y a le doute. Mais également, tout comme il y a étonnement naïf et étonnement philosophique, également, il y aura deux sortes de doutes. Il y a ce qu'on appelle le doute philosophique. Il y a le doute philosophique, mais également, il y a ce qu'on appelle le doute sceptique. Alors, le doute sceptique, le doute sceptique est un doute qui ne progresse pas. C'est un doute qui bloque l'esprit. Parce que le sceptique pense que la raison humaine ne peut pas avoir accès à la vérité. Dès lors, le sceptique doute pour douter. Il doute pour ne jamais croire ou décider. Alors, contrairement au doute philosophique, le doute philosophique est un moyen pour s'assurer, n'est-ce pas, de la valeur de l'idée qu'on nous propose afin d'essayer de saisir la vérité. Dès lors, ce doute-là est un moyen de vérification. Alors donc, on pourrait se demander, donc, l'étonnement, l'origine intellectuelle de la pensée philosophique est assujettie à deux niveaux. Et assujettie dans l'étonnement d'abord, mais l'étonnement est accompagné du doute. C'est pourquoi Socrate dit-il, Socrate, il dit, s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. Il faut parler que la philosophie est la fille de l'étonnement. Mais on va également trop parler sur le doute, parce que c'est l'objet de notre cours d'aujourd'hui. On va parler du doute philosophique. Alors, le doute devrait être défini d'abord, d'emblée, comme étant un état d'incertitude de l'esprit qui n'arrive pas à se prononcer. Le doute est un état d'incertitude de l'esprit qui n'arrive pas à se prononcer. On est dans le doute lorsqu'on n'est pas certain. On est dans le doute lorsqu'on n'est pas capable, voilà, d'affirmer une vérité ou d'infirmer. Alors, dès lors, dans un sens beaucoup plus philosophique, le doute sera une suspension du jugement. Alors, celui qui est dans le doute doit suspendre son jugement devant ce qui se présente comme une vérité afin de l'appréhender et d'en faire une preuve bien fondée. Donc, le doute, dans un sens également philosophique, comme nous l'avions dit, que dans un sens sceptique. Alors, dans un sens philosophique, le doute nous conduit vers la vérité, on l'a dit. C'est un moyen de vérification, d'un moyen persuasif. Ce doute-là est appelé selon le langage cartésien, pour dire le langage de René Descartes. Ce doute est appelé comme étant un doute méthodique. C'est-à-dire c'est une méthode. On l'appelle le doute cartésien. C'est un doute méthodique. Quand le philosophe doute, il ne doute pas pour le simple plaisir de douter, ou encore moins pour ne jamais croire ou décider. Mais il jette un regard critique sur certaines vérités prétendues d'être évidentes. Mais il y a l'autre doute est de nature sceptique. Et quand on est dans le scepticisme, le sceptique pense que la vérité ne peut pas avoir accès à la raison. Dès lors, le sceptique doute pour douter. Il doute pour ne jamais croire ou décider. Donc, on peut retenir que l'origine intellectuelle de la pensée philosophique est assujettie dans l'étonnement, également dans le doute. Et on a compris également que le doute peut nous conduire, tout comme l'étonnement, à deux niveaux. Le doute peut nous conduire à un doute sceptique qui est en blocage, également à un doute philosophique qui est méthodique, qui va nous conduire vers la vérité. On peut avoir également l'étonnement naïf qui nous pousse vers le fanatisme et l'étonnement philosophique qui va nous pousser vers le doute, très certainement. C'est pourquoi nombreux chez les philosophes, ou tous les philosophes tombent d'accord sur le fait que la philosophie est la fille de l'étonnement. Également, tous les philosophes tombent d'accord sur le fait que le philosophe ne peut pas continuer, ne peut pas commencer d'ailleurs son exercice ou son activité, son entreprise, s'il ne commence pas par le doute. C'est pourquoi, tout simplement, philosopher reviendrait à prendre la décision de ne jamais croire une chose, faire une table rase
douter de tout. Alors, c'est ce que Vladimir Jankélévitch a dit. Philosophie revient à ceci, se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. On a parlé également, la fois dernière, on a également évoqué le cas de Edmund Husserl. Edmund Husserl qui considère que quiconque veut vraiment devenir philosophe devra, une fois dans sa vie, se replier sur soi-même, au-dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu'ici et tenter de les reconstruire. Pour dire que l'activité philosophique ne commencerait que par la remise en question. Lorsque le philosophe prend la nette décision de prendre un recul par rapport au monde du commun des mortels, par rapport à toute idée préétablie, Bertrand Russell également nous témoigne dans le texte qu'on avait traité, pour dire que la valeur de la philosophie doit en réalité résider dans son caractère incertain. Celui qui n'a aucune teinture de philosophie traverse l'existence prisonnier. Prisonnier de quoi? Des préjugés dérivés du sens commun, des convictions, des croyances habituelles à son temps, à son époque, des convictions qui ont grandi en lui sans la coopération ni le consentement de la raison. Pour un tel individu, le montant défini, fini et évident, les objets les plus ordinaires sont rejetés avec mépris. Il dit dès que nous commençons à philosopher, au contraire, nous voyons même les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne posent des problèmes auxquels on ne trouve que des réponses très incomplètes. Il continue toujours pour dire que la philosophie, bien qu'elle ne soit pas en mesure de nous donner la réponse avec exactitude aux doutes qui nous assiègent, peut tout de même suggérer des possibilités qui élargissent le sens de notre pensée et délivrent celle-ci de la tyrannie de l'habitude pour ceux qui n'ont jamais parcouru la raison du tout libérateur. La philosophie nous permet tout simplement de nous détacher, de se débracher du dogmatisme quelque peu arrogant. Pour dire tout simplement, la prise nous permet de voir les choses familières sous un aspect nouveau. Alors, ça veut dire tout simplement que de par le doute, le philosophe peut transformer en problème tout ce qui a été solution. De par le doute, le philosophe peut transformer en problème tout ce qui a été solution. C'est-à-dire que le philosophe transforme en problème toutes les évidences. Il transforme en problème tout ce qui a été considéré au préalable par l'esprit humain comme quelque chose qui est accepté, quelque chose qui est vrai sans arrière-pensée. Alors, c'est pourquoi on dit-on que la philosophie est la science qui met fin au règne des certitudes. Alors, parce que la philosophie commence par la décision de croire, de soumettre, comme le dit Marc Saint-Ouen, l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Aucune idée, aucune donnée, si vénérable soit-elle, n'est recevable avant d'être passée au crible de la raison. Alors, une telle considération également sera prise pour dire tout simplement que la philosophie est née de la conviction que toute idée faite est toujours mal faite. C'est pourquoi il est nécessaire de douter pour faire une table rase. Le philosophe a le doute comme une arme pour essayer de vérifier ce qu'on lui propose, pour essayer de se persuader de la vérité. Donc, le doute là a une orientation beaucoup plus valeureuse que vous le considérez. Également, on peut dire que ce doute-là est le point de départ de la philosophie. La fois dernière également, on l'a évoqué avec le cas du grand philosophe sénégalais à l'université de Columbia, il s'agit de Souleymane Bachir Diagne, qui avait dit que la philosophie se développe quand des esprits libres placent la richesse de la vérité avant les préjugés et les conformismes. Pour dire tout simplement que la philosophie prend départ lorsque l'esprit est libre, autonome, et, n'est-ce pas, se détache de toute orientation euh, qui est dérivée du sens commun pour pouvoir également permettre aux philosophes de se livrer à la philosophie. Mais il est important également, pour pouvoir traiter l'antithèse, la deuxième partie de notre sujet, d'aborder souvent, on ne le fait pas dans les salles de classe, le plus souvent, bien sûr, c'est de voir une autre orientation qui n'est pas philosophique que le doute pour nous conduire. C'est-à-dire que dans le sens sceptique. Et dans ce sens sceptique-là, le doute peut tout simplement ne sera pas utile. Parce qu'un doute pour douter, un doute pour douter même sur ce qui est vrai, alors donc c'est une perte de temps. Et c'est pourquoi on peut se demander, est-ce que le philosophe ne pourra-t-il pas épargner certaines certitudes dans son doute? Alors, et là, on peut parler des certitudes peut-être qui émanent de la science. Alors, la science qui est définie comme l'ensemble des connaissances objectives, établies d'une manière incontestable grâce à ses résultats probants et qui s'imposent à toute l'humanité, une vérité scientifique n'est pas assujettie à des contingences géographiques, à des contingences morales. Ce qui est vrai au Sénégal est vrai en Inde, de Guédiawaye à Hawaï, de Thiès à Texas, de Matam à Mumbai, Lobu à 100 degrés. C'est une vérité universelle. Alors, tous les esprits compétents, ils tombent d'accord. Donc, ce ne serait-il pas une perte de temps pour le philosophe de se livrer, n'est-ce pas, au doute de ces genres de certitudes, de ces genres de vérité. Si on comprend bien sûr que la philosophie ne peut pas envisager de nous, n'est-ce pas, de contredire les vérités
que la science a donné. Donc là, c'est une manière assez regroupée et réunie, d'une manière très brève, pour vous expliquer euh, l'origine intellectuelle de la pensée philosophique en passant par l'étonnement pour arriver au doute et pour comprendre le risque qui est dans le doute. Ça va nous conduire vers la vérité, mais ça va nous conduire vers le scepticisme. Parce que Descartes nous dit que douter de tout, c'est une folie. On ne peut pas douter de tout. On ne peut pas remettre en question ce qui est vrai et justifié. Parce que la science, par exemple, est le domaine de la preuve tangible. On ne peut pas, on ne peut pas douter sur ce qui est vrai de manière représentée, accompagnée d'une véracité factuelle. Si je me fais comprendre, alors on va devoir ouvrir le débat. On vous donne le micro, n'est-ce pas? Vous allez devoir intervenir, dire votre point de vue, dire également les choses à éclairer par rapport aux explications, aux différentes explications qui sont faites pour pouvoir vous satisfaire. Alors, le débat est ouvert. Chers élèves, c'est à vous de faire le cours parce que vous êtes le centre d'intérêt. Nous, on est là pour vous expliquer un problème bien posé et à moitié résolu. S'il vous plaît, posez vos problèmes et nous cherchons de manière très philosophique, de manière très humble, nous cherchons à faire notre maximum pour vous satisfaire. Alors, j'ai vu Aziz Diouf qui dit tout simplement les explications sont claires. Merci pour les explications. Je vous en prie, Diouf. Alors, le débat est ouvert avant de s'atteler traitement de notre sujet qui est aujourd'hui philosophie, est nier le savoir, vraiment qui est lié avec le thème. Voilà, on va devoir répondre à certaines questions. Après, on va s'atteler à l'explication, au traitement du sujet d'aujourd'hui. Alors, si on pense voir clair en tout, on arrête de philosopher, je le dis toujours. En philosophie, rien n'est clair. Tout est simplement question de bon sens. Bon, il y a Abdou qui dit tout simplement, vous êtes très laconique, monsieur. Merci beaucoup, Diouf. J'aimerais bien savoir l'avis de Suleiman Bassidiane sur la philosophie. Bon, je l'ai dit, peut-être c'était un peu rapide. Dans ce sens, Suleiman Bassidiane a dit que la philosophie se développe. La philosophie connaît un développement. Lorsque des esprits libres, des esprits autonomes mettent, mettent en place, ils mettent en place quoi? La recherche de la vérité avant les préjugés et les conformismes. Pour que la philosophie puisse avoir lieu et que la philosophie puisse connaître un développement, il faudrait que des esprits autonomes, des esprits qui ne sont pas assujettis à des croyances et à des convictions, puissent s'atteler à des, n'est-ce pas, à la remise en question, c'est-à-dire se guider le pas à travers l'esprit clair et net, libre et autonome. Alors, il y a Rahman Koli qui dit que clair et simple, merci. Il y a Abdou Bahigay également qui dit que très clair, très net, merci beaucoup. D'accord. Merci pour les suggestions. En philosophie, les questions sont beaucoup plus essentielles que les réponses et que chaque réponse donne le point de départ d'une nouvelle question. Alors, posez vos questions. Vous pouvez les poser, c'est-à-dire, vous pouvez chatter et poser vos questions, tout comme vous pouvez ouvrir le micro et me parler. Nous sommes là pour vous lever votre main. Alors, nous allons voir et voilà, on va vous donner la parole. Il y a Abdou Bakhi, il y a Amina Diallo, il y a Astoussis, il y a Cheikh Maguette Diagne, il y a Farid Gueye, il y a Fatoumata Traoré, il y a Momodou Gaye, il y a Momodou Adi Balde, il y a Mère Martial, Marie Martial, il y a Mohamed Kamara, il y a Rabi Bandelwan, il y a, bon, il y a Rokhaya Ndiaye. Alors, vos questions. Bon, je vais interroger Rabi Bandel. Rabi Bandel, si vous me recevez, vous me devez une question. Mohamed Kamara également, vous me devez une question. Je vous écoute. Alors, chacun écrivez vos questions où vous les posez. Cher Maguette Diagne également, vous me devez une question. Alors, donc, je vous dis que si on pense voir clair en tout, on dispense de philosophie. Notre venue ici est objective. L'objectif, c'est tout simplement de répondre à vos préoccupations, de répondre à vos propres problèmes. Levez les mains
poser les questions. Oui, Mustapha Allo. Mustapha, Mustapha, Mustapha. Bon, il y a, je pense, il y a Mamoudou qui pose une question. La différence entre le doute et l'étonnement semble être sensible. En tout cas, de mon côté, ce serait très intéressant de trouver un moyen pour éviter de sombrer sur ces deux notions. Effectivement, effectivement. L'étonnement, c'est le commencement de la pensée philosophique. S'étonner, c'est voir que rien n'est évident. C'est cette capacité qui consiste à voir que rien n'est évident, de ne pas croire à l'évidence des choses. Mais le doute est un prolongement, bien sûr. Douter, maintenant, c'est se poser des questions, critiquer, remettre en question. Douter, c'est essayer de s'interroger pour voir la réalité. Mais on ne peut pas douter si on ne passe pas par l'étonnement. Est-ce que lorsqu'on est étonné, doit-on vraiment douter? Oui, bien évidemment, Mohamed Kamara. Oui, le doute, c'est le prolongement. Le philosophe doit douter, douter de tout, bien sûr. Edmund Husserl l'a dit, quiconque veut vraiment devenir philosophe devra une fois dans sa vie se replier sur soi-même, au-dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admissibles et tenter de les reconstruire. Même il y a Ortega y Gasset pour répondre à Mohamed Kamara. Il y a Monsieur Ortega y Gasset, là c'est G. Ortega y Gasset, nous dit Oh, la philosophie n'existe ni se justifie par le caractère variable de ses solutions, mais plutôt par l'aspect inexorable de ses problèmes. C'est-à-dire ce qui justifie la philosophie, son existence, ce n'est pas les questions, ce n'est pas les réponses qu'elle donne, mais plutôt les questions inévitables qu'elle soulève. Pour dire que la philosophie est née dans l'insatisfaction et s'achève dans la déception. Nous le témoigne Carl Jaspers. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme. Faire de la philosophie, c'est être en route. En philosophie, les questions sont beaucoup plus essentielles que les réponses et que chaque no, the réponse donnée est pupils, le point de départ de nouvelles questions. Alors, donc, je pense qu'on a répondu à la question de Mohamed Kamara. Donc, on va essayer de répondre à la question de Farid. Bonsoir, mais j'ai une question. Mais c'est par rapport à la philosophie science. C'est possible vu que vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Oui, normalement, ça doit être l'objet de notre prochain cours, la philosophie et la science. Alors, bon, peut-être exceptionnellement, sur une minute, je vais essayer de vous expliquer, mais ce n'est pas le thème. Alors, la philosophie et la science, tout comme la philosophie et la religion ou la philosophie et le mythe, sont des formes de connaissance. Mais la science est née de la philosophie et aujourd'hui, elle a pris forme. Elle a essayé de répondre à pratiquement à la quasi-totalité des questions que l'humanité se posait. Mais également, elle n'a pas répondu à toutes les questions. C'est pourquoi aujourd'hui, un débat entre la philosophie et la science se pose. Si certains, vu ce que nous procure la science et la technique, la philosophie peut être reléguée au second plan. Aujourd'hui, le débat est posé sur si la philosophie est actuelle, oui ou non. Si la philosophie n'est pas un passé périmé, oui ou non, vu ce que la science nous donne. Mais également, il y a des préoccupations majeures, des préoccupations prépondérantes, des préoccupations que l'esprit ne peut pas outrepasser, que la science ne répond pas, telles que les questions d'ordre moral, les questions d'ordre métaphysique. Alors donc, c'est tout ce que je peux vous donner aujourd'hui, sinon je serai très désorienté de mon objectif. Mais ne vous inquiétez pas, Fari, on est là, Takana est là pour vous. Le prochain cours pour vous satisfaire sera axé sur ça. Le doute ne concerne-t-il pas réellement le vacillement ne, ne, le doute ne concerne-t-il pas réellement face aux idées qu'on se fait suite à un étonnement? Alors, je ne comprends pas bien la question. Il y a peut-être Momodo Adi. Alors, je ne comprends pas la question. Si vous pouvez reformuler ça ou vous lancer le micro pour voilà, le poser directement, ça serait beaucoup plus frappant et je vais essayer de le saisir. Mais la manière dont la question a été abordée dans ce sens, je ne comprends pas. Bonsoir, monsieur. J'ai une question, mais c'est par rapport à la philosophie. Oui, Farid, comme je vous l'ai dit tantôt. Alors, là, le projet cours sera axé sur la philosophie et la science. Ne vous inquiétez pas. Restez connectés sur Takana. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin, s'il plaît à Allah. Alors, il y a Momodo Gaye qui dit comment la philosophie doit se prémunir contre le scepticisme. Oui, comment, bon, le philosophe doit se prémunir contre le scepticisme. Parce que, comme nous l'avions expliqué tantôt, le scepticisme est une idéologie qui consiste à dire que la vérité ne peut pas avoir
la raison ne peut pas avoir accès à la vérité. Donc, on peut dire que c'est un excès de doute. Il y a deux choses à éviter. Tout croire et tout douter. Alors, douter de tout, c'est une folie, comme le dit Descartes. Tout croire également, c'est du fanatisme ou du dogmatisme peut-être. Alors, donc, pour philosopher, il faut éviter de se basculer dans le scepticisme. Le scepticisme, c'est l'excès du doute. Il y a Ousmane Ba qui pose une question. Oui, Ousmane, il y a Ousmane qui veut intervenir. Ousmane, oui, Ousmane, il est reparti malheureusement. Quelqu'un d'autre? Posez les questions, on va essayer de répondre. Malik Dieng, d'accord. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le scepticisme est un excès de doute, ou en tout cas, lorsqu'on est radical à dire, à considérer que la raison humaine ne peut pas avoir accès à la vérité. S'il n'y a pas de question, on va devoir attaquer la deuxième partie, comme nous l'avions en tout cas dit au début de nos propos. Donc, il y a Mohamed Kamara qui demande, mais messieurs, si le philosophe doute de tout pour trouver la vérité, ne tomberait-il pas dans le scepticisme? Très bien, c'est ce qu'on dit, ce qu'on dit. Le scepticisme, en tout cas, est une idéologie qui consiste à dire que la raison humaine ne peut pas avoir accès à la vérité. Donc, si le philosophe n'oriente pas bien son doute, il peut tomber dans le scepticisme. Parce que philosopher, c'est pas douter sur n'importe quoi et n'importe comment. J'ai dit que le philosophe doit épargner certaines certitudes à sa négation. Il ne peut pas nier de tout ce qui existe autour de lui ou tout ce qu'il voit. Parce qu'il y a des choses qui ont été justifiées, des choses qu'on peut faire passer à la raison. Même il y a des certitudes dans le domaine de la religion. Alors que par exemple, Martin Toa nous le dit dans son texte. Il dit que la philosophie entre en conflit avec la religion, du fait que celle-ci se veut l'autorité absolue. Pour dire tout simplement que les vérités religieuses, pour Martin Toa, les vérités religieuses sont des vérités qu'on doit révéler à l'homme parce que sa raison infirme est incapable de saisir. Donc, pour les religieux, la raison humaine, elle est faible et limitée. Elle doit se subordonner à la foi. Même si que cette idée est inconcevable, c'est les philosophes. Mais il faut comprendre que dans la religion, on dit qu'il y a des vérités que la raison ne peut pas contrôler. Il y a des vérités que la raison ne peut pas saisir. Ce sont les vérités d'ordre métaphysique. Oui, il y a Momodo Hadi qui dit que l'hésitation ou le doute ne survient-il pas après un étonnement? On se fait des idées après un étonnement. Est-ce ces idées qu'on se fait qui sont qualifiables de douter? D'accord. Mais par exemple, lorsqu'on est dans l'étonnement, voilà, la seule idée qu'on a, c'est que les choses ne sont pas claires à l'esprit. Alors donc, l'idée qu'on a, c'est de se tendre vers la vérité et que c'est le doute qui va nous conduire à la vérité. Alors donc, il y a Amina Diallo qui demande c'est quoi le scepticisme? C'est mal écrit. Vous regardez comme je l'ai écrit ici, Sceptiquue, comme vous l'avez écrit, c'est un peu mal écrit, Amina. Le scepticisme, comme je l'ai dit, c'est une idéologie qui consiste à considérer que la raison humaine ne peut pas avoir accès à la vérité. L'homme est incapable, de par son esprit, à saisir la vérité. Dès lors, celui qui est dans le scepticisme, il doute pour douter. Il doute de manière assez négative et de manière pessimiste, considérant qu'il ne peut pas avoir la possibilité d'accéder à la vérité. Dès lors, il doute pour douter. Il doute pour ne jamais croire ou décider. Alors, il y avait Fatoumata Kamara qui avait levé la main, mais on l'a perdu malheureusement. Et si vous n'avez pas de questions, on va attaquer le traitement du sujet pour vous permettre un peu de voir comment organiser, comment agencer les idées pour en faire des paragraphes argumentatifs afin de réussir l'exercice littéraire qui est la dissertation. D'accord. Donc, jeunes gens de la terminale, aujourd'hui, nous avons comme sujet qui est philosopher est nier le savoir. Philosopher est nier le savoir. Il faut d'abord voir le sujet. Le sujet comporte un point d'interrogation. On l'appelle un sujet interrogatif. Le sujet nous pose une question. Le problème du sujet est visible. Pour dire que philosopher est nier le savoir, il faut voir également le verbe.
Parce qu'à l'élémentaire, on vous a appris que le verbe nous permet de savoir ou nous dit ce que fait la personne, l'animal ou la chose. Ici, le verbe nier, le verbe nier, nier qui signifie refuser, nier qui signifie renoncer, nier qui signifie abjurer, nier qui signifie critiquer, nier qui signifie douter, avec une expression ne pas accepter. Qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter? Le savoir. Il ne faut pas accepter le savoir. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qui consiste à ne pas accepter le savoir? Philosopher. Donc, l'auteur nous dit, philosopher consiste à ne pas accepter le savoir. Mais le savoir est un terme très vaste. Les savoirs ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes valeurs. Alors, il faut comprendre par là, c'est ce qui vous permet de pouvoir évoquer même l'idée d'une antithèse. Parce que même si philosopher, c'est nier le savoir, mais on peut se demander, le philosophe ne vise-t-il pas le savoir? Mais comment peut-on viser le savoir et nier le savoir? Là, c'est paradoxal. Comment peut-on viser le savoir et nier le savoir? Parce que le sujet dit philosopher, c'est nier le savoir. Est-il possible de viser le savoir et de nier le savoir? Je vais vous expliquer une certaine possibilité. Comment peut-on viser le savoir et nier le savoir quand on vous donne un bâtiment, un bâtiment qui est dans un état vétuste, un bâtiment à démolir? En tant que connaisseur dans ces travaux-là, on vous demande de reconstruire le bâtiment, reconstruire. Mais vous avez trouvé un bâtiment qui est dans un état vétuste que vous devez reconstruire pour en faire un nouveau bâtiment. Mais si vous devez reconstruire un ancien bâtiment pour en faire un nouveau bâtiment, vous devez commencer par le déconstruire. C'est pourquoi, même si le philosophe vise le savoir, il peut nier le savoir. Mais dans l'exemple que je vous ai donné, est-ce qu'on a vu un nouveau bâtiment qui est dans un état très normal, un bâtiment nouveau qui est à déconstruire pour le reconstruire? Non. On vous a donné un bâtiment qui est dans un état vétuste, un bâtiment qui n'est plus normal. Donc, quand le philosophe nie le savoir, il faut retenir quelque part dans votre esprit que le philosophe nie les savoirs qui ne sont pas bien fondés. Quand on parle de savoir, c'est toute ferme conviction de posséder la vérité. Alors, on peut avoir la ferme conviction de posséder la vérité alors qu'on ne possède pas la vérité. Alors, prenons le cas de l'ignorant. L'ignorant ne sait pas qu'il ne sait pas. Et il y a un blocage lorsqu'il ne sait pas qu'il ne sait pas, il ne pourra pas savoir. Donc, c'est pourquoi Platon le dit dans le banquet. Il dit tout simplement que l'ignorance a ceci de manière fâcheuse, parce que l'ignorant pense qu'il est suffisamment pourvu. Il est suffisamment pourvu de savoir. Alors, il ne peut pas philosopher. Il le dit dans le banquet. Il dit que ni le savant, ni le savant, ni les dieux ne philosophent pas, ni l'ignorant également ne philosophe pas. Pourquoi l'ignorant ne philosophe pas? Il n'est pas dans la mesure de pouvoir philosopher parce qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. Donc, quand on nie le savoir, c'est lorsqu'on est persuadé que ce savoir-là ne nous satisfait pas en réalité dans son fondement et on doit le refonder. Dès lors, philosopher peut être bel et bien nier le savoir. Mais quel savoir? Savoir non fondé. Mais c'est ce qui vous permet d'évoquer une antithèse, une objection par rapport à la thèse de l'auteur et qu'en réalité, l'auteur ne l'a pas précisé comme moi, je vous le précise. Je vous dis que philosopher, c'est nier les savoirs non fondés. Mais l'auteur n'a pas dit philosopher, c'est nier les savoirs non fondés. Il a même posé une question. Philosopher, est-ce nier le savoir? Si philosopher, c'est nier le savoir, bien sûr, c'est le savoir non fondé que le philosophe va nier. C'est pourquoi
C'est là où vous devez trouver des limites par rapport à la position de l'auteur. Parce que la fois dernière, je vous l'ai dit, l'antithèse n'est pas forcément la négation de la thèse. Je ne peux pas dire que le plat de tchéboudienne que j'ai, n'est-ce pas, mangé à midi est délicieux pour revenir à 13 heures pour dire que le plat n'a jamais été délicieux. Alors, je me contredis moi-même. Alors, il faudrait dire que le plat a été délicieux, mais le plat pourrait être beaucoup plus délicieux si on avait ajouté plus de poissons, plus de légumes frais, entre autres. Pour dire que l'antithèse montre les limites de la thèse. Ici, l'auteur n'a pas bien précisé. Alors, c'est là où il est important de voir, comme on l'a évoqué, qu'il y a des savoirs à épargner. Parce que quand on dit philosophie, obligatoirement, nous devons penser à l'exercice du doute. Dès lors qu'on donne le verbe même nous dit philosophie, c'est nier. Nier qui est synonyme de négation. Pour dire que l'activité philosophique ne saurait commencer que par une remise en question. L'activité philosophique ne saurait commencer que par une table rase. Donc, le philosophe doit être épargné, n'est-ce pas? Le philosophe doit épargner certains savoirs. Prenons notamment les savoirs d'ordre scientifique qui sont bien justifiés et les savoirs d'ordre métaphysique que la raison est incapable et infirme en réalité. La raison infirme est incapable d'en faire, en tout cas, un objet à étudier. Alors, tout simplement à nous donner des vérités très claires, bien sûr. Alors, c'est ce qui nous a permis dans une lecture assez diagonale. Cette fois-ci, je ne vous ai pas proposé une dissertation intégrale. Jeunes gens, je vous ai fait un résumé. D'accord. Je pense qu'on va devoir marquer une pause pour aller prier et revenir. D'accord. Bon, vu que nous sommes au Sénégal, et s'il y a des élèves qui restent en cours, n'est-ce pas, on peut continuer, pourquoi pas. Alors, donc, comme on l'a dit, il y a une lecture, il y a une lecture diagonale. Alors, on a fait un résumé des différentes parties pour en faire une idée. Alors, on va vous lire ces parties-là. On va vous lire ces parties. On marque une pause. On marque une pause prière pour revenir. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui dit quelle est la définition de la philosophie? Si je peux le dire, ça, je ne comprends pas bien. Alors, je ne comprends pas la question vraiment. Mais on va marquer une petite pause prière et revenir. Et alors, dès mon retour, Inch'Allah, je me chargerai à vous expliquer les différents paragraphes argumentatifs que j'ai mis à votre disposition. Bon, chers apprenants, je pense que après une petite pause, prière, on peut continuer. Bon, avant de continuer l'explication sur le sujet, j'aimerais répondre à une question qui défile. C'est quelle est la définition de la philosophie? Si je comprends bien la question. Mais bon, dans la leçon, on vous apprend que la philosophie ne se définit pas de manière générale. Elle ne se définit pas de manière exacte. Elle a une pluralité de définitions. Elle a une multiplicité de définitions. C'est-à-dire, chacun définit la philosophie selon lui. Par exemple, on peut donner l'exemple de la définition de la philosophie donnée par Platon. Pour Platon, philosopher, c'est apprendre à mourir. Pour lui, donc, la philosophie est un apprentissage à la mort. Il explique par l'existence de deux mondes, le monde sensible et le monde intelligible, dont l'âme est emprisonnée par le corps dans le monde sensible. Alors, il y a Nietzsche également qui définit que la philosophie, c'est apprendre à vivre. Donc, monsieur, chacun définit la philosophie selon lui. Alors, Abdoulaye Fall lève la main. Abdoulaye Fall, on peut donner la parole à Abdoulaye Fall. Abdoulaye, c'est à vous d'activer le micro. On vous a donné le droit à la parole. D'accord. C'est à vous d'activer le micro. Activez votre micro pour que je puisse vous entendre. D'accord. Abdoulaye Fall, vous avez levé la main. Merci d'activer le micro pour qu'on puisse vous entendre. D'accord. Vous avez la permission de prendre la parole. Alors, donc, si, donc, on va devoir continuer. On a été au niveau du sujet qui dit que philosopher est nier le savoir. Donc, on avait répondu, on avait essayé de voir comment peut-on viser le savoir et nier le savoir. Et on a donné l'exemple d'un ancien bâtiment qu'on nous présente à reconstruire, à faire un nouveau bâtiment. Alors, on doit commencer par la déconstruire. Donc, Abdoulaye Fall qui lève toujours la main. Abdoulaye, merci d'activer votre micro. Oui, Oui, le micro est actif. Oui, Abdoulaye.
par exemple ki nekkee discussion bi wala explication bu nga jàng sa leçon philosophie bu ma def commentaire du texte bi J'ai pas bien entendu. commentaire du texte mën ngaa jàng sa leçon mën koo def même baat explication bi. Bon, Abdoulaye, en tout cas, euh, vous devez apprendre la leçon, quelle que soit votre intention. Si vous faites un commentaire ou une dissertation, parce que quand vous apprenez l'apprentissage, vous permet tout simplement, lorsque vous apprenez la leçon, ça vous permet de pouvoir comprendre, avoir des bagages et de pouvoir comprendre des sujets. C'est bon? Oui, oui, Ok, d'accord. merci, Je vous en merci. prie. Oui, je vous en prie. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, on continue. Alors, comment peut-on viser le savoir et nier le savoir? On a donné cet exemple pour dire que si on donne un bâtiment qui est dans un état vétuste, qu'on doit construire pour en faire un nouveau bâtiment, on doit commencer d'abord par le déconstruire. C'est ce que Edmund Husserl le dit. Quiconque veut vraiment devenir philosophe devra une fois se replier sur soi-même, au-dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admises qui s'est tenté de les reconstruire. Parce que la philosophie a plus de valeur dans le questionnement, dans l'interrogation, que que dans la morne assurance des savoirs établis. Ça veut dire que le philosophe veut plus des questions sans réponse que des réponses sans questions. C'est ce qui a permis à Carl Jesus de dire que philosopher, c'est être en route. En philosophie, les questions sont beaucoup plus essentielles que les réponses et que chaque réponse donnée est le point de départ de nouvelles questions. Et dans la démarche philosophique, il est primordial, il est quintessentiel de commencer par faire une table rase, par la ferme décision de douter de tout ce que l'on vous propose, tout ce qui a été préétabli. Alors donc, c'est pourquoi on dit que la philosophie naît de la conviction que toute idée faite est toujours mal faite. Donc, la philosophie nous permet tout simplement de se détacher, de se libérer de toute forme de servitude. C'est pourquoi on peut comprendre dans l'allégorie de la caverne de Platon que le philosophe est assimilable à celui qui s'est détaché de la chaîne pour pouvoir revenir après avoir pris l'information de la réalité pour informer les autres prisonniers. Donc, le philosophe, comme le dit Karl Jaspers, est celui qui prend une distance, celui qui se détache du sens du monde afin de le mieux voir et de revenir le changer. C'est pourquoi Jean Calvin dit que philosopher revient à ceci, se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. Donc, c'est ce que Martin Toa a dit. Aucune idée, aucune, aucune donnée, si vénérable soit-elle, n'est recevable avant d'être passée au crible de la pensée critique. Alors, il y a Alain même qui le dit, que le doute est le sel de l'esprit. L'esprit qui ne doute plus descend au-dessus de l'esprit. Donc, pour pouvoir, bien évidemment, avoir accès à la vérité, il faut passer par le doute. Alors que le doute, c'est l'exercice par lequel le philosophe doit passer pour continuer afin d'accéder à la vérité. Mais au niveau de la discussion, je vous ai dit que dans ce sujet-là, on peut se demander toutefois si le philosophe ne cherche pas à bien orienter sa négation qui veut dire son doute, il peut tomber dans le scepticisme. Alors nous savons tous que dans notre explication que le scepticisme n'est pas un moyen pour accéder à la vérité, ce n'est pas philosophique. Alors on peut dire également que philosopher, ce n'est pas toujours dire le savoir parce qu'il y a des savoirs que le philosophe doit épargner de la négation. Ce sont les savoirs qui ont été bien présentés et bien accompagnés de preuves telles que les savoirs scientifiques, mais également des savoirs qui, pour certains, la raison humaine ne peut pas avoir accès. Ça veut dire les savoirs d'ordre métaphysique, que la raison ne peut pas saisir. Si on donne rendez-vous à Pascal, il nous dit que Dieu ne se trouve pas, il s'éprouve. Donc pour Pascal, Dieu n'est pas explicatif. Dieu ne se comprend pas par la raison. Dieu se sent par le cœur. Il faut l'accepter. Donc on accepte Dieu. Pour dire tout simplement, il y a des considérations où la raison humaine ne peut pas essayer de tout saisir, ne peut pas avoir accès sur tout. La raison humaine, elle est faible. Des fois, elle est limitée quelque part. Elle doit se subordonner à la fois. Dès lors, l'exercice du doute par la raison, par le tribunal crible de la raison ne peut pas être appliqué partout. C'est pourquoi nous disons que lorsque le philosophe n'oriente pas bien son doute, il peut tomber dans le scepticisme, il peut tomber dans d'autres domaines qui n'est pas philosophique. Il peut sortir de la philosophie. Alors, c'est ce qui nous a permis de faire ici, quelque part, on a essayé quelquefois
d'essayer de faire des paragraphes argumentatifs pour expliquer les différentes orientations du sujet. Alors, philosopher, est-ce nier le savoir? D'accord. On a commencé par tout simplement dire que philosopher, ce n'est pas seulement penser par soi-même, mais aussi se libérer de toute forme de servitude. Alors là, cette phrase, elle est importante. Philosopher, philosopher, ce n'est pas seulement, philosopher, ce n'est pas seulement penser par soi-même, mais aussi se libérer de toute forme de servitude. Ça veut dire que la philosophie nous permet de se détacher de toute croyance aveuglée, de toute servitude qui nous enchaîne. Parce qu'il y a un sujet du bac 2012 qui disait que la philosophie permet à l'esprit de se délivrer de toutes les chaînes. Chaîne, ça a été écrit comme ça, qui renvoie à tout simplement à des choses qui nous occupent, qui nous emprisonnent, qui nous empêchent d'évoluer. C'est ce que Suleiman Bachedian dit. La philosophie se développe quand des esprits libres placent la recherche de la vérité avant les préjugés et les conformismes. Donc, dans chaîne, on peut avoir les préjugés, on peut avoir les conformismes. Dans chaîne, on peut avoir toute vérité, la religion, le mythe, tout domaine de connaissance qui, tout simplement, a priori, ne met pas en avant la recherche de la vérité par l'examen libre et critique de la raison. C'est pourquoi on dit que philosopher, ce n'est pas seulement penser par soi-même, mais aussi se libérer de toute forme de servitude. Bertrand Russell nous le dit. Dès que nous commençons à penser conformément à la philosophie, nous voyons même les choses les plus élémentaires de la vie quotidienne posent des problèmes auxquels on ne trouve que des réponses très incomplètes. Alors, cherche toujours, le philosophe, ici, le philosophe cherche toujours à être maître de sa pensée. Lorsqu'on est maître de notre propre pensée, c'est au moment où nous formulons nos propres pensées et ne pas accepter la pensée des autres. Comme le dit Gaston Bachelard, l'opinion pense mal, ce qui dérive du sens commun. L'opinion pense mal, elle ne pense même pas, on ne peut rien fonder sur elle. Mais il ne faut pas attendre quelque chose du sens commun ou en tout cas de la pensée commune. Le philosophe cherche toujours à être maître de sa pensée. Être maître de sa pensée pour pouvoir penser librement. Pour penser librement, il faut formuler vos propres pensées. Et pour être maître de sa pensée, il faut libérer l'esprit de ses chaînes, telles que les opinions, les croyances subjectives, insuffisamment démontrées, qui manquent de preuves. Les préjugés, idées préconçues, adoptées sans examen, jugement avant examen. Les convictions et certitudes familières. Donc, je justifie ça en amenant Bertrand Russell qui dit celui qui n'a aucune teinture de philosophie ou celui qui n'a aucune teinture philosophique traverse l'existence prisonnier des préjugés dérivés du sens commun. Oui, comme le dit le sujet. Alors, l'homme du sens commun, il est à l'intérieur, il est enchaîné, il est prisonnier, il est à l'intérieur, il est occupé par des idées préétablies qui n'ont aucun fondement. Alors, le philosophe, lui, il prend un recul, comme nous le témoigne Jean Klevitch. Il se détache, il prend un recul entre lui et le monde, se replier sur soi-même et au-dedans de soi. L'objectif, c'est de tenter de renverser toutes les sciences administratives et tenter de les reconstruire. C'est pourquoi on a amené ici Bertrand Russell dans la première partie pour dire que celui qui n'a aucune teinte de philosophie traverse l'existence prisonnier des préjugés dérivés du sens commun. Nous dira Bertrand Russell. Alors, après avoir montré que dans cette première partie, on doit tout simplement essayer de voir comment le philosophe doit faire une table rase, doit douter de tout. Alors, on se demande, mais si la philosophie reste dans son essence, une quête du savoir, elle ne nous, a- elle ne nous apparaît pas partout comme dissolution, une négation, oui, de tout savoir acquis. Car penser, c'est dire non. Oui, la philosophie nous permet de faire une dissolution. Voilà, la philosophie n'est pas une possession de savoir, mais une dissolution de tout savoir acquis. Tout ce qu'on a reçu antérieurement comme des vérités éternelles doivent être passées au crible de la raison. Alors, de négation de tout savoir acquis. Car penser, c'est dire non, nous dit Alain. Réfléchir, c'est nier ce que l'on sait. Réfléchir, c'est nier ce que l'on sait. La philosophie ne commence que par le doute sur ce que nous savons déjà et sur ce que nous croyons spontanément savoir. Philosopher, c'est douter même sur ce qu'on pense savoir. Alors, une perpétuelle remise en question. Là, c'est la première partie du développement. Dans cette première partie, on doit montrer l'approche critique et la démarche critique de la philosophie
pour dire que la philosophie ne peut jamais se faire sans examen critique de la raison. Alors, c'est dire tout simplement que la philosophie ne peut jamais se faire sans examen critique. Alors donc, philosopher, c'est faire preuve d'une critique dans la première partie. On a illustré Bertrand Russell, Marcin Towa, Edmond Husserl, Alain, Suleiman Bachir Diagne, Ortega y Gasset, entre autres, Bertrand Russell, pour comprendre qu'il faudrait, comme la fois dernière, nous l'avons fait, le sujet de la fois dernière, qui dit que la philosophie doit en finir avec les préjugés. Alors, on se demande, parce qu'après avoir terminé tout simplement l'argumentation de la première partie, pour faire la phrase de transition, il est beaucoup plus simple dans la dissertation de reprendre l'interrogation qui aborde tout simplement la discussion, qui est la question de l'antithèse. Cependant, l'activité philosophique se limiterait-elle à une simple négation? Regardez bien cette question. Elle est d'une importance capitale. Très bien. Cependant, c'est un connecteur de transition. L'activité philosophique se limiterait-elle à une simple négation? Là, on a utilisé le conditionnel dans la conjugaison pour comprendre qu'on cherche à nuancer. Pour dire que, est-ce que la philosophie se limite à une négation? Non, la négation n'est pas l'objectif du philosophe. Si l'objectif du philosophe était tout simplement de nier le savoir, il n'y aurait pas de différence entre le philosophe et le sceptique. Si aujourd'hui, on considère le doute philosophique comme un doute méthodique, comme le doute cartésien, c'est lorsque le philosophe, son objectif dans la négation n'est pas simplement de nier, mais de pouvoir avoir accès à la vérité. Donc, on se lance vers une série de questions ou vers une question tout simplement qui nous donne une orientation beaucoup plus importante et beaucoup plus utile du doute philosophique ou de la critique qui n'est pas une simple négation. C'est ce qui nous a permis de vous commencer en disant, même s'il est évident, même s'il est évidemment vrai que la philosophie ne saurait commencer que par une dissolution entière de toute connaissance acquise, c'est vrai. On est d'accord, il est évidemment vrai que la philosophie ne saurait commencer que par une dissolution, une critique radicale, entière de toute connaissance acquise. Il est d'une importance capitale de savoir que la négation n'est que le commencement de l'entreprise philosophique. Le philosophe, quand il doute, rappelez-vous voilà, du schéma que je vous ai montré en haut. Voilà, c'était pour dire que l'objectif du philosophe, oui, en haut, l'objectif du philosophe, ici c'est bon, l'objectif du philosophe, ici c'est bon, vous voyez tout ce que j'ai encadré en bleu. L'objectif du doute philosophique, alors, c'est nous plonger vers la philosophie et nous plonger vers la vérité. Ce doute est méthodique, c'est ici. Alors, est très loin d'être une simple négation qui nous plongerait dans le scepticisme. Donc, on peut se dire, s'il est évidemment vrai que le philosophe ne saurait commencer que par une dissolution entre toute connaissance acquise, il est d'une importance capitale de savoir que la négation n'est que le commencement de l'entreprise philosophique. Donc, quel est l'objectif du philosophe? L'objectif du philosophe, c'est la vérité. Mais si cette vérité-là, que le philosophe cherche, a été donnée par la science, ne serait-il pas une perte de temps pour nous, philosophes, de réfléchir autour du fait que pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, si nous savons que cette vérité a été bien élaborée par la science. Alors donc, vous pouvez me couper, n'est-ce pas, en cours de route pour poser votre question, mais c'était une manière pour faire comprendre. On a posé une idée, qu'est-ce qu'on fait? On amène un connecteur ici, un connecteur d'explication. Après ça, on a émis une idée directrice qu'on doit expliquer. En effet, c'est comme ça que vous devez procéder votre paragraphe argumentatif. C'est comme ça que vous devez faire votre paragraphe argumentatif. En effet, quand le philosophe doute, il ne doute pas pour le simple plaisir de douter, ou encore moins pour ne jamais croire ou décider, mais il jette un regard critique sur certaines vérités prétendues d'être évidentes. Parce que le philosophe jette un regard critique sur certaines vérités qu'on considère évidentes et qui n'ont pas de fondement véridique. Dès lors, dès lors, la philosophie la philosophie pourra être considérée comme un moyen persuasif de notre ignorance. Un moyen persuasif, un moyen qui nous permet de se persuader. Un moyen persuasif, c'est-à-dire un moyen de persuasion, un moyen de, de persuasion, persuasion. Un moyen persuasif veut dire un moyen de persuasion, un moyen qui nous permet de se persuader, c'est-à-dire de se rendre compte de la vérité.
Alors, en effet, quand le philosophe doute, il ne doute pas pour le simple plaisir de douter, ou encore moins pour ne jamais croire ou décider, mais, mais il jette un regard critique sur certaines vérités pertinentes d'être évidentes. Dès lors, la philosophie pourra être considérée comme un moyen persuasif de notre ignorance. La philosophie nous permet de prendre conscience de notre ignorance et que Karl Jasper, Karl Jasper nous a dit que le doute nous conduit vers la connaissance. Douter, c'est tendre vers la connaissance. En doutant, je prends conscience de mon ignorance. Donc, le doute est un moyen. La philosophie ne se limite pas au doute. L'objectif du philosophe, c'est la vérité. Alors, un moyen persuasif de notre ignorance. Un paradigme, très bien, un paradigme qui veut dire une voie, un chemin. Un paradigme de vérification, un paradigme vérificatif, un paradigme de vérification pour s'assurer de la valeur de nos opinions ou de construire des pensées neuves, rationnelles et solides. Donc, le philosophe passe par le doute pour construire des pensées neuves, des pensées solides, des pensées rationnelles. Le philosophe euh, se, se base du doute, commence par le doute pour pouvoir essayer de mettre en place des vérités bien fondées. C'est dans une pareille logique qu'on pourrait accorder une oreille attentive au philosophe Karl Jaspers qui disait que douter, c'est tendre vers la connaissance. En doutant, je prends conscience de mon ignorance, de mon ignorance. Une manière pour dire tout simplement que la philosophie nous permet non seulement d'avoir accès à la vérité par la critique, mais également le doute du philosophe est un doute objectif, un doute pour atteindre la vérité. Dès lors, le philosophe peut épargner les savoirs certains, tels que les savoirs qui nous viennent de la science. Le philosophe également peut épargner les savoirs dont peut-être la pensée de la raison humaine ne pas avoir accès. Dès lors, il faut comprendre tout simplement que la philosophie est très loin d'être une simple négation. Le philosophe est très loin d'être quelqu'un qui simplement a le plaisir de douter comme le sceptique, a l'envie ou le goût de douter pour douter. Mais quand le philosophe doute, il passe par l'exercice du doute pour simplement vérifier la valeur des idées qu'on lui propose, mais également pour espérer pouvoir avoir accès à des vérités certaines. Cependant, on peut également comprendre que la philosophie ne peut pas être dissociée avec le doute. La philosophie est indissociable avec le doute. La philosophie ne commence qu'avec le doute. Alors, là, c'était un résumé que j'ai fait de manière assez organisée, agencée, structurée, mais également articulée et illustrée pour vous permettre de comprendre tout simplement les différents contours que le sujet peut prendre en charge. Dès lors, je vous serai très gré et libre de répondre, de recueillir toutes vos questions et de les répondre une à une pour vous satisfaire. Si vous avez des questions ou des suggestions par rapport à l'application de l'exercice ou par rapport à l'explication concernant l'origine intellectuelle qui nous concerne aujourd'hui, qui est le doute, nous vous écoutons. D'accord. Nous vous écoutons. Il faut ouvrir le micro et poser une question. Ou vous allez chatter pour écrire une question ou donner des suggestions. Alors, la fois dernière, je vous rappelle, c'est un élève qui, je pense, qui avait proposé pour aujourd'hui qu'on puisse parler du doute philosophique. Tout comme il y a une jeune fille qui avait proposé tout à l'heure que la prochaine fois qu'on parle de la philosophie et la science, vous également, vous êtes libre de faire votre suggestion parce que nous sommes là pour vous satisfaire. Nous sommes là pour prendre en charge toutes vos préoccupations. Nous vous écoutons, chers élèves, avant que l'on boucle la séance. Alors, il y a Aline Jack, très bien, qui pose une très pertinente question. Différence entre le doute méthodique et le doute sceptique. C'est ce que que j'ai posé tout à l'heure comme possibilité. Quand le philosophe doute, quand le philosophe utilise le doute, il prend un risque. Il peut sombrer dans le scepticisme. Pourquoi? Parce que le sceptique
pense que la vérité est inaccessible à l'esprit. Dès lors, il n'y a plus raison de se livrer à des connaissances. Il faut douter sur tout ce que l'on vous donne en considérant que ce n'est pas vrai. Mais également, il y a le doute philosophique qui peut nous conduire vers la vérité. Ce doute-là est appelé tout simplement le doute méthodique, est appelé le doute cartésien. Vous avez été proposé par René Descartes. Le doute cartésien, par exemple, c'est une suspension du jugement. Quand on nous propose une chose, on est dans un état d'incertitude. On ne peut pas infirmer, on ne peut pas affirmer. Infirmer serait tout simplement être sceptique et pessimiste. Affirmer serait être dogmatique ou fanatique. Alors, le philosophe, il est dans le juste milieu. Il ne va ni accepter, il ne va ni rejeter, ni affirmer, ni infirmer. Qu'est-ce qu'il fait? Il suspend son jugement devant ce qui se présente comme une vérité afin de l'appréhender, afin de voir tout simplement sa véracité factuelle. Ça, autrement dit, la philosophie de par le doute méthodique permet de vérifier. Alors, il y a également Amina Diallo qui pose la question, comment faire la différence entre la thèse et l'antithèse? Aminata, il faut toujours prendre départ du sujet. C'est toujours le sujet qui vous donne la thèse. La thèse, c'est le oui du sujet, c'est l'affirmation du sujet. Par exemple, notre sujet de philosophie, est-ce nier le savoir? Si c'est un sujet interrogatif, si c'était à affirmer, la thèse serait de voir comment, pourquoi, en quoi, dans quel sens, dans quelle mesure philosophie serait-il nier le savoir? Comment admettre que la philosophie soit une négation du savoir? Mais dans l'antithèse également, l'antithèse dépend tout simplement de votre compréhension de la thèse. Ici, par exemple, lorsqu'on veut dégager une antithèse, on va axer notre, notre compréhension du sujet sur le fait que l'auteur nous dit que la philosophie, c'est nier le savoir. Et nous savons tous qu'il y a des savoirs qu'on ne peut pas nier. Dès lors, on peut se demander, est-ce que la philosophie ne peut pas épargner certains savoirs? Ou également, est-ce que philosopher, c'est douter de tout? Est-ce que réellement, philosopher, c'est nier tout savoir? Il y a des savoirs qu'on ne peut pas nier, des savoirs que la raison n'a pas accès, et d'autres savoirs qui ont été corroborés, accompagnés de preuves assez tangibles qu'on ne doit pas être en mesure de les critiquer. D'accord. Quand il dit que c'est quoi le doute hyperbolique? Hyperbole, c'est une figure de style. Voilà. Comme c'est dans le doute sceptique, c'est une exagération. C'est le doute sceptique. Le doute hyperbolique, Amin Alioune Diak, c'est un doute d'exagération. Donc, lorsqu'on exagère, ça dit l'excès du doute. Ça, on appelle doute hyperbolique qui est différent du doute méthodique. Doute hyperbolique, c'est égal au doute sceptique. Très bien, très pertinente question. Pourquoi avez-vous fait une seule question pour la problématique? Oui, ici, par exemple, je ne suis pas dans l'introduction. Très pertinente question, Aminata. Je vois que vraiment, voilà, vous posez de très pertinentes questions. De même que El Diop. Votre question qui dit que pourquoi avez-vous fait une seule problématique pour une seule problématique? Ici, je suis pas dans une introduction. En fait, j'ai un peu argumenté la thèse avant tout simplement d'évoquer l'antithèse. L'antithèse, c'est la question que j'ai encerclée pour pouvoir évoquer la thèse. Au fait, l'antithèse, je pouvais poser une question pour la thèse avant de l'argumenter, de dire en quoi philosophie serait-il nier le savoir. Et avant d'advenir, n'est-ce pas, ou avant de revenir au niveau de la deuxième question, qui est cependant l'activité philosophique se limiterait-elle à une simple négation? Mais je ne suis pas dans l'introduction, je suis dans une explication de les deux parties. Pour la première partie, je n'ai pas jugé nécessaire de poser une question parce que je passe directement à l'argumentation parce que le sujet lui-même est une question. Alors, l'affirmation du sujet que j'ai proposé dans un premier temps, et j'ai évoqué une transition, j'ai mis par une question qui nous pousse à réfléchir autrement, c'est-à-dire réfléchir d'une autre manière. D'accord. Je vois Maud Falika. Alors, si vous êtes satisfait, Elage Diop, Maud Falika, si vous avez une question, nous vous écoutons. Alors, des questions ou des suggestions avant que la séance soit bouclée. Alors, je vous demande solennellement d'en profiter avec Takana Academy. C'est une interaction directe. D'accord. Je pense qu'il y a Maud, c'est qui? C'est Maud Falika qui lève la main. Oui, Maud Fali, il faut ouvrir le micro.
Moutfali, il faut ouvrir le micro pour que le débat puisse avoir lieu. Pour que je puisse vous entendre, il faut que le micro soit ouvert. Non, Oui, j'ai pas de question, monsieur. J'ai pas de question. vous avez? J'ai pas de question. D'accord, vous avez des suggestions. Vous n'avez pas de suggestions. On va revenir dans l'explication pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, on va prendre départ de la question de LH Diop pour essayer de voir. LH qui demande tout simplement pourquoi on a problématisé avec une seule question. C'est-à-dire qu'on n'a pas problématisé parce que dans, par exemple, la démarche littéraire, ici, il s'agit tout simplement de propositions de paragraphes argumentatifs. Mais cette question qu'on a posée aujourd'hui semble être une phrase de transition sous forme de question qui nous permet de pouvoir se lancer vers l'autre débat. Alors, la dissertation est un exercice littéraire dans lequel le candidat est confronté à mener un débat sur un sujet bien déterminé, tout simplement avec une orientation dialectique, c'est-à-dire qu'il va avoir une phase de validation et une phase de discussion. Alors, dans la phase de validation, vous devez être en commun accord avec le sujet, avec l'auteur, affirmer sa position, maintenant l'expliquer. L'explication, c'est ce qui est important. Comment passer par l'explication? Il faudrait toujours émettre une idée directrice. L'argumenter par explication, explicitation. La justifier, tout simplement. Avant d'en faire une illustration, il faut faire une illustration. Parce que l'illustration également a une valeur dans l'exercice littéraire. Ça vous permet de pouvoir rendre solide ce que vous dites et de pouvoir, en tout cas, justifier ce que vous dites avec les références philosophiques. Également, il y a Amina Diallo qui pose la question pour passer de la thèse à l'antithèse, est-ce qu'il faut faire phrase de transition ou sauter une ligne? Alors, Aminata, la phrase de transition, elle est importante. Elle est importante pour ne pas dire essentielle. Parce que ça nous permet de pouvoir comprendre qu'on a fini avec la première partie et la fin de la première partie annonce le début de la deuxième parce que vous allez poser une question qui vous permet de pouvoir d'ouvrir un nouveau débat. Alors, donc, c'est ce qui permet d'annoncer la discussion. Et également, vous n'êtes pas censé, peut-être vous pouvez aller à la ligne, mais pas sauter une ligne. C'est bon. Il y a Alun Dia qui pose en quoi prendre conscience de son ignorance serait une part de la connaissance. Oui, Alun, bien évidemment. Parce que si on ne sait pas qu'on ne sait pas, on ne peut pas être dans la logique de savoir. Pour pouvoir véritablement se livrer à la connaissance, il faudrait comprendre d'abord qu'on n'a pas compris. Alors, c'est pourquoi on dit, seul celui qui sait ne pas savoir peut savoir. Seul celui qui sait ne pas savoir sait déjà. Parce qu'il sait ce qu'il sait, il sait qu'il ne sait pas. Là, c'est une prise de conscience et c'est une première connaissance. La connaissance commence par connaître ce que l'on ne connaît pas. Et quand on connaît qu'on ne connaît pas, on peut maintenant connaître. D'accord. Une question encore? Une question? D'accord. Alors, donc, on va revenir pour expliquer ces grands détails. Là où on a dit que philosopher, ce n'est pas seulement penser par soi-même, c'est dire que ce n'est pas seulement, on a utilisé un adverbe, ce n'est pas seulement, la philosophie ne suffit, philosopher ne suffit pas seulement de penser par soi-même, mais aussi de se libérer de toute forme de servitude. La philosophie nous permet de se détacher. Également, nous, tout comme les autres, la philosophie est une activité libératrice. Elle nous libère. Bertrand Russell le dit. La philosophie nous permet de voir les choses familières sous un aspect nouveau. La philosophie nous permet de poser des problèmes neufs, c'est-à-dire de proposer de nouveaux problèmes. Là où, par exemple, là où, aux yeux de tout le monde, aux yeux de l'homme du sens, comme tout ce qui est solution, redevient problème aux yeux du philosophe. Parce que le philosophe transforme en problème toutes les évidences de la foule. Le philosophe cherche toujours à être maître de sa pensée. Là où l'homme du sens commun croit aux idées d'autrui en se conformant à ce qui est majoritairement dit, le philosophe, au contraire, lui, croit aux siennes, croit qu'à ses propres idées. Alors, donc, quand on croit aux idées d'autrui, on est enchaîné. L'esprit, on doit libérer l'esprit de ces scènes telles que les croyances subjectives et qui sont insuffisamment démontrées, les préjugés, des idées préconçues adoptées sans examen. Alors, les convictions et des certitudes familières
Dès lors, celui qui ne philosophe pas, celui qui n'essaye pas d'avoir un goût philosophique, il demeure prisonnier parce qu'il ne va jamais se détacher de ces chaînes-là. C'est ce que Platon a expliqué dans l'allégorie de la caverne, ou vous appelez mythe de la caverne, que celui qui s'est détaché a pu finalement voir la réalité et a essayé de répondre, a essayé de revenir pour informer les autres. Quels sont les différents types de raisonnement en philosophie? Là, c'est une question vaste. Alors, quels sont les différents types de raisonnement? Alors, je ne sais pas si, par exemple, vous orientez votre question vers un sens, mais le raisonnement renvoie à toute activité intellectuelle, c'est-à-dire qui a été basée sur la raison. Donc, la philosophie déjà se veut rationnelle. Donc, la philosophie est une discipline qui souhaite voir des choses rationnelles, c'est-à-dire des raisonnements. Alors, toute philosophie doit être rationnelle. Donc, toute philosophie est issue d'un raisonnement. Alors, que ce soit la philosophie, quelle que soit leur différence, la philosophie kantienne, c'est-à-dire celle de Kant, la philosophie marxiste, la philosophie d'Hegel, la philosophie de Nietzsche, de Socrate, toutes ces philosophies-là, n'est-ce pas, sont, sont issues d'un raisonnement. Alors, il y a Alun Dia qui dit, le fait de toujours douter ne fait-il pas du philosophe un homme qui dérange, surtout dans nos sociétés africaines, qui prônent la tolérance et la compréhension? Très bien. Là, vous avez posé une question qui est très, 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 très actuelle. Une question d'actualité. Oui, parce qu'en Afrique, nous avons nos valeurs, nous avons certaines convictions. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, philosopher en Afrique peut-être serait très risqué parce qu'on ne peut pas, des fois, voilà, nous sommes occupés, nous sommes bravés, nous sommes tout simplement retenus par des croyances, des convictions. Nous sommes enchaînés en réalité. Mais il faut savoir que philosopher, c'est libérer l'esprit de ces chaînes. Il faudrait prendre le risque. Un philosophe entre toujours par infraction. Un philosophe doit être toujours quelqu'un capable, tout simplement, de ramer au contre-courant de sa société et de ses valeurs sociétales et ancestrales. Prenons l'exemple de Socrate. Socrate a été accusé d'être corrupteur de jeunesse, n'est-ce pas? Quelqu'un qui ne croit pas au Dieu de la cité et voulant introduire de nouvelles divinités. Socrate a été accusé, a été condamné par sa société. Et Socrate lui-même avait été conduit, n'est-ce pas, au tribunal, tout simplement avait été condamné à mort par sa société parce qu'il les dérangeait. Socrate les dérangeait. Donc, un philosophe dérange toujours parce que la philosophie est plus à l'aise dans l'inquiétude que dans la quiétude. Je vous dis que la philosophie nous permet de se débarrasser, de sortir de la morne assurance des savoirs établis. Philosopher, c'est toujours déranger. Alors, c'est pourquoi, dans Enjeu, finalité et perspective de la philosophie que nous allons voir prochainement, ça va nous permettre de voir quel risque n'est-ce pas, a-t-il à prendre, quel risque a-t-il à prendre dans la philosophie, dans la réflexion philosophique. Et on peut être taxé d'être un fou, on peut être taxé d'être tout simplement un corrupteur, on peut être taxé d'être comme quelqu'un, un marginal, un déviant. D'accord. Je pense que la réponse a été satisfaisante. Alors, on attend toujours les questions. Donc, c'est pourquoi on a dit, mais si la philosophie reste dans son essence, une quête du savoir, elle, elle nous apparaît pourtant comme une dissolution. Oui, le philosophe, il est à la quête du savoir, mais il doit passer par critiquer, par nier les savoirs précédents, les savoirs qui lui est antérieurs. Alors, chaque système philosophique, son vœu, son souhait le plus absolu, c'est tout simplement faire disparaître tout système qui lui est antérieur. C'est le vœu de chaque philosophe. De tout savoir acquis, penser, c'est dire non. Alain nous dit réfléchir, c'est nier ce que l'on sait. La philosophie ne commence que par le doute sur ce que nous savons déjà et sur ce que nous croyons spontanément savoir. Mais il faut toujours comprendre que le philosophe, tout simplement, peut épargner certains savoirs parce qu'il ne peut pas douter sur ces savoirs-là. Il serait une perte de temps, tel que les savoirs scientifiques. Également des savoirs que le philosophe peut ne pas avoir accès à travers sa raison ou par sa raison, c'est-à-dire les savoirs d'ordre métaphysique. Alors, donc, en guise de synthèse, on va essayer de voir
On va essayer de récapituler pour dire qu'on a compris dès le début du cours. Oui, Rahman Koli, vous voulez intervenir? Alors, Rahman, Oui, oui, vous voulez intervenir? je voulais poser la question à savoir quels sont les différents types de raisonnement en philosophie. D'accord. C'est ce que je vous ai répondu tout à l'heure. Pour dire que c'est une question très vaste. Mhm, Avec les types de raisonnement, peut-être dans la méthodologie, on peut dire raisonnement argumentatif, on peut passer soit dans la méthodologie par une mhm, méthode qu'on appelle méthode C. Alors peut-être à l'université, nous, on verra, vous pouvez voir le raisonnement argumentatif d'Aristote par le syllogisme. Par exemple, mais ce n'est mhm, pas carrément à votre niveau. Mais je vous dis qu'il faut retenir tout simplement que toute philosophie est issue d'un raisonnement. Alors, mhm. n'importe quel philosophe peut prendre un raisonnement qui lui est spécifique. Mais ce raisonnement-là, comme le mot l'indique, dans raisonnement, il y a raison. C'est une activité qui est basée sur la raison et qui a une orientation philosophique. Je me, Philosophique. je me fais comprendre? Euh, D'accord, merci. merci. D'accord. Donc, toujours dans le résumé, il faut comprendre que la philosophie a une origine intellectuelle, c'est une attitude, un comportement que les premiers penseurs, à savoir les présocratiques, avaient pris. Ce comportement-là, avait cette considération, quoi, de ne voir que rien n'est évident. Dès lors, ils se sont livrés à des séries de questionnements concernant le mythe, concernant tout simplement la religion. Et dès lors, la philosophie a vu le jour ainsi. Mais il faut comprendre que le doute, l'étonnement sera poursuivi, sera accompagné par un doute qui nous permet de pouvoir essayer de saisir la vérité par le questionnement. Et on a pris encore les risques qui sont dans le doute. Et on a dit que le doute nous donne deux orientations, une orientation sceptique et une orientation philosophique. L'orientation philosophique est une orientation assez persuasive, une orientation qui nous permet de vérifier, qui nous permet de voir la valeur des idées qu'on nous propose. Mais l'orientation sceptique est un blocage. C'est une considération allant dans le sens de dire que la raison humaine ne peut pas avoir accès à la vérité. Donc, il y a Momodou qui dit, après les séances, il serait très intéressant d'avoir les résumés pour se mirer à travers et améliorer nos productions. Effectivement, c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle on a proposé ces corrections-là, ces orientations pour que vous puissiez tout simplement améliorer vos productions en ayant tout simplement des idées qui vont vous orienter dans votre sens, dans le sens de votre développement, de votre production. Je pense que ça serait l'idéal et ça sera fait. C'est disponible sur Takana Academy. Vous aurez après une vidéo qui sera lancée sur YouTube. Activez, vous tapez Takana Academy sur YouTube. Là, vous verrez tous les cours qui ont été faits là-bas. Et vous pouvez alors individuellement essayer de télécharger le cours qui vous convient. Alors également avec la production, avec la correction et entre les explications. D'accord. Donc, c'est dans cette logique qu'on a essayé de voir que, même s'il il est évidemment vrai que la philosophie ne saurait commencer que par une dissolution entière de toute connaissance acquise, il est d'une importance capitale. Il est important de savoir que la négation n'est pas le commencement de l'emprise philosophique. Alors, la négation n'est que le commencement. La négation n'est que le commencement, excusez-moi. La philosophie commence par la négation, mais le philosophe, son objectif, c'est d'avoir accès à la vérité. Le philosophe, le philosophe cherche à avoir accès à la vérité. Dès lors, le doute n'est pas une simple négation. Le doute nous permet de se persuader de la vérité. C'est pourquoi on dit que c'est un paradigme persuasif, un paradigme vérificatif pour s'assurer de la valeur de nos, de la valeur de nos idées, la valeur des idées qu'on nous propose, ou de construire des pensées neuves, rationnelles et solides. C'est dans une pareille logique qu'on pourrait accorder une oreille attentive au philosophe Karl Jaspers. Qu'est-ce qu'il lui dit que douter, c'est tendre vers la connaissance. En doutant, je prends conscience de mon ignorance. D'accord. Ainsi, je pense que tout ce qui a été prévu
dans le cours a été expliqué de manière explicative, mais également concernant la partie exercice, on a, on a essayé de vous proposer une réflexion autour d'un sujet, alors qu'on a étayé, qu'on a expliqué de manière beaucoup plus ample pour que vous puissiez tout simplement avoir des idées. Alors, mais il faut revenir dans ce paragraphe. C'est important. Ce paragraphe est d'une importance capitale. Même si la philosophie reste dans son essence une quête du savoir, elle, elle nous apparaît pourtant comme une dissolution, une négation de tout savoir acquis. Alors, on dit que philosophie, douter, douter de tout savoir, car penser, c'est dire, c'est dire non. Réfléchir, c'est nier ce que l'on sait. Comme le témoigne Alain, la philosophie ne commence que par le doute. Douter sur ce que nous savons déjà et sur ce que nous croyons spontanément savoir. Ça veut dire une perpétuelle remise en question, comme le dit Bertrand Russell. En philosophie, les questions sont beaucoup plus essentielles que les réponses et que chaque réponse donnée est le point de départ d'une nouvelle question. Alors, pour dire que la philosophie, le philosophe, il est beaucoup plus à l'aise dans l'inquiétude que dans la quiétude et que le philosophe cherche toujours à nous détacher de la morne assurance des savoirs établis. Alors, donc, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de notre séance et comme nous l'avions résumé tout à l'heure, on avait à parler concernant l'origine intellectuelle de la pensée philosophique. On a commencé par dire tout simplement que la philosophie est la fille de l'étonnement. Comme l'a dit Socrate, s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. Mais également, comme l'a dit Aristote dans son ouvrage qui s'intitule La métaphysique, il dit en effet, c'est l'étonnement qui poussa comme aujourd'hui les premiers penseurs aux premières spéculations philosophiques. On a montré que donc la philosophie est la fille de l'étonnement et que nous avons à distinguer l'étonnement philosophique de l'étonnement naïf. L'étonnement naïf nous plonge vers le fanatisme, vers des croyances aveuglées. Alors que l'étonnement philosophique nous conduit vers le doute. Le doute, c'est le second degré, n'est-ce pas, de second degré de l'activité philosophique. Alors qui nous permet, c'est la seconde phase. Après l'étonnement, il faudrait se questionner. Et on avait défini d'abord dans un sens ordinaire que le doute est un état d'incertitude de l'esprit qui n'arrive pas à se prononcer. Avant de dire, lorsqu'on n'est pas clair de ce que nous disons, alors on va essayer tout simplement de revoir les choses. On va essayer de revoir le fondement des choses. Mais après avoir cru que on est incertain, on doit se diriger vers la connaissance. Et prendre la direction de la connaissance, c'est d'abord suspendre notre jugement. On doit commencer par suspendre notre jugement. On doit commencer par tout simplement ne pas dire oui, ne pas dire non, ne pas affirmer, ne pas infirmer et aller à la recherche, à la quête. C'est pourquoi est, le philosophe est amoureux du savoir, il est à la quête du savoir. Donc, rendez-vous demain sur Takana Academy. Vous aurez un cours d'anglais qui sera axé sur Expressing Purpose, Monsieur Ndiaye, par Monsieur Ndiaye, concernant la terminale L. Ne vous le faites pas raconter. Alors, venez en masse comme vous le faites au cours de philo et aux autres cours. Pour la terminale S1 et S2, vous aurez un cours de mathématiques sur les calculs intégrales avec M. Benga. Également, ne vous le faites pas raconter parce que vous aurez tout simplement, vous serez satisfait. Le mercredi 12 février, vous avez cours de français sur la poésie avec M. Jack pour la terminale L', S1, S2, L2. D'accord. Et vous aurez également le jeudi 13 février un cours d'SVT pour la terminale S2 sur le phénomène électrique en rapport avec l'influx nerveux avec M. Diouf. Et également, le vendredi 14 février, vous aurez un cours de physique-chimie sur euh, autoprotolyse de l'eau pH d'une solution aqueuse donnée par M. Sall. D'accord. Et enfin, vous aurez un cours d'SVT le 15 février, samedi, sur le réflexe avec M. Diouf en terminale L générale. C'est-à-dire que les élèves de la série L2 peuvent tout simplement
Alors, prendre rendez-vous avec M. Diouf le même jour, la même heure pour recevoir des cours de renforcement de capacité. Ainsi, vraiment, nous vous remercions de votre aimable attention et de votre participation et nous vous recommandons, nous vous suggérons à venir massivement participer au cours. Ça ne sera que bénéfique. Et également, nous vous demandons également à tout simplement continuer à persévérer dans cette voie royale de l'effort et du progrès. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, le bac sera à votre portée avec la mention pour des rendez-vous meilleurs. Sur ce, je vous prends congé. Jusqu'à la prochaine fois, on va évoquer philosophie et sciences. Merci beaucoup.